Tôt ce matin, nous quittons Kunming en bus direction Dali, distante de 300 km. Après plus de 5 heures de route, nous voici devant la porte monumentale de la ville, où nous séjournerons pendant 2 jours. Au Mao Mao Cool, nous déposons nos bagages. C'est une charmante guest house à l'ambiance familiale, avec jardin, plan d'eau et poissons rouges à l'intérieur. À Dali, point d'immeubles modernes, point de tours de verre. Seulement une vieille ville aux toitures en ailes d'hirondelle, des ruelles pavées bordées d'élégantes maisons basses peintes de blanc, souvent décorées de fresques propres à la minorité ethnique baï qui peuple cette région. Adossée à la montagne haute de près de 4000 mètres, la vieille ville de Dali est entourée de remparts et de 4 portes monumentales, coïncidant avec les 4 points cardinaux. Les ruisseaux canalisés qui courent au milieu des rues riches en commerces de toutes sortes donnent à la ville un air de calme et de sérénité, malgré la foule de badauds qui, dès la fin de l'après-midi, envahit la vieille ville. Mais déjà le soleil se couche derrière la gare d'arrêt du Télécabine qui emmène les touristes au pic Malong, haut de 4122 mètres. Car Dali est avant tout une ville touristique offrant de nombreuses excursions entre les montagnes du Kangchang à l'ouest et le lac Erai à l'est. Ce matin, nous négocions une voiture avec chauffeur pour circuler dans les environs de Dali, avec pour commencer, à la sortie de la ville, le temple des 3 pagodes. Pas forcément recommandé par le routard qui le décrit comme un parc d'attractions, nous économiserons 200 yuan en ne l'admirant que de loin. À Zhucheng, l'avenue principale est couverte de sang. Pas de décapitation au sabre comme au temps des Qing, pas d'accident de la circulation sanguignolant, non, rien de tout ça, on vient juste de tuer le cochon sur le trottoir. Ici, pas d'intermédiaire, c'est du trottoir à l'étal. Zhucheng est un petit village situé à une vingtaine de kilomètres de Dali, au charme rural désuet avec sa place centrale ombragée par 2 vieux arbres au tronc épais. Ils sont vieux de plus de 2 siècles.
Comme toujours en Asie, les étals regorgent de légumes et de fruits colorés et odorants. Et puis le dénouement de l'énigme, puisque l'on retrouve ici la seconde partie de notre ami cochon. Évidemment, les gastronomes ou les gourmands pourront toujours choisir parmi les nombreuses échoppes la spécialité locale qui les régalera. Et maintenant, un petit cours de vivisection. Mais pour la bonne cause, agrémenté d'ail, de gingembre et d'herbes diverses et variées, c'est un succulent repas qui se prépare. La visite de Zhongchen se poursuit à travers les petites ruelles bordées de maisons traditionnelles, dans une atmosphère très rurale. De retour dans la rue principale pour récupérer notre voiture, on s'affaire encore sur les lieux du crime. Les boyaux de l'animal sont vidés et nettoyés. Ils serviront à la confection des saucisses et du boudin. Distant d'une dizaine de kilomètres, nous nous dirigeons maintenant vers Shizhou, un autre village toujours chaudement recommandé dans les guides touristiques. Shizhou est l'endroit idéal pour observer la culture et l'architecture de la minorité bai. S'organisant autour d'une cour intérieure, les maisons bai se composent de 3 pièces orientées à l'est, au nord et à l'ouest, le côté sud étant fermé par un mur décoratif. La place du village est pittoresque et accueille, comme toujours, de nombreux commerçants, avec ici une particularité en plus, le boulanger qui confectionne en plein air d'excellents petits pains fourrés au lardon et à la ciboulette, et aussi sa version dessert, fourrée d'une sorte de purée de pruneaux.
Préparation de notre repas pour ce midi. Une soupe aux nouilles taillées dans la masse. Une grande première pour nous. Repus mais pas trop, nous partons à la découverte de la vieille ville où l'on peut encore trouver 90 maisons bailles, authentiques, plus ou moins bien conservées. Il n'est pas interdit et même recommandé d'entrer dans l'une de ces vieilles demeures où la vie ancestrale voire moyenâgeuse a toujours cours. Faudra juste faire un peu de business avec les habitants pour les défrayer du dérangement. Juste à côté de cette jolie cour intérieure, l'étable et ses 2 vaches faméliques. Elles donnent, semble-t-il, suffisamment de lait pour fabriquer un fromage que l'on fait sécher, enroulé autour de longues perches exposées au soleil. Comme toujours, selon la tradition baï, les palissades sont richement décorées de peintures représentant des paysages et des scènes de la vie courante. De retour à Dali, notre chauffeur nous déposera à l'embarcadère pour une mini-croisière sur le lac Erail. Long de 46 km et de 6 de large, le lac Erail est entouré de montagnes, de collines et de rizières qui descendent en pente douce vers les rives du lac. Après une petite heure de navigation, notre première escale sera pour un petit village de pêcheurs resté encore très authentique, malgré les flots de touristes qui sont déversés ici tout au long de la journée.
Seconde escale de la croisière pour un sanctuaire bouddhiste que nous atteindrons après avoir gravi quelques centaines de marches. De construction très traditionnelle, le temple va devoir partager la montagne avec une pagode très moderne en cours d'achèvement. Ayant libéré notre chauffeur, nous regagnons Dali en voiture hippomobile, moyen de locomotion d'un autre temps, à l'image de cette journée à travers la campagne chinoise, à visiter des villages eux aussi d'un autre temps. Déjà dans notre minibus qui va nous emmener en un peu plus de 3 heures à Linjiang, une ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui est donnée pour l'une des villes anciennes les plus charmantes et les mieux conservées du Yunnan. À mi-parcours, c'est la pause petit déjeuner. Nous sommes bien loin des McDo et autres restaurants occidentaux. Notre minibus a fini son brin de toilette. Nous pouvons repartir. Aux abords de Linjiang, on peut déjà admirer le Yulong qui culmine à 5596 mètres. Arrivés à destination, les taxis ne voulant pas nous charger pour rejoindre le cœur de la vieille ville, nous nous rabattons sur une sorte de véhicule à tout faire qui transporte d'ordinaire veaux, vaches, cochons couvés. Circulant à travers les petites ruelles de la ville ancienne, il faut payer de sa personne quand la pente est trop raide. Les ruelles étant devenues trop étroites, nous finirons à pied pour rejoindre notre hôtel situé près de la place principale. Comme souvent dans cette région de Chine, les maisons anciennes, qui sont devenues des hôtels vu le déferlement touristique, s'organisent autour d'une cour centrale. Son pavage, la couleur rouge sang de bœuf des poutres qui soutiennent les toits, les portes sculptées, nous font penser au décor d'un film chinois de KPDP. Première impression, Linjiang est une ville très touristique. On s'y presse, on se bouscule, on se monte sur les pieds. Une foule nombreuse, presque exclusivement chinoise, envahit les rues dès 10 h du matin jusqu'à tard le soir. Le commerce y va bon train. La viande de yak séchée côtoie les bubus de tout poil, le jade et les pierres semi-précieuses, les instruments de musique traditionnels, les antiquaires, les vendeurs de CD de musique moderne. Le tout dans un décor très authentique,
le plus grand nombre des maisons de la vieille ville ayant plus de 800 ans. Construite au pied de la montagne du Dragon de Jade, la rivière du même nom se sépare en de nombreux bras pour traverser la vieille ville, se faufilant dans chaque ruelle et desservant chaque maison. Ce côté pittoresque l'a fait surnommer la Venise d'Orient. Au service de toute cette manne touristique, des brigades culinaires en veux-tu, en voilà. Avec aussi des restaurants de spécialités gastronomiques bien locales, comme ici, sauterelles, vers de farine ou bien encore scorpions grillés. C'est la fin de la journée. La minorité Nachi, grandement représentée dans cette région, entame leur danse folklorique que pourront rejoindre des touristes en mal d'authenticité. Si c'est la fin de journée, c'est pour tout le monde. Et qui dit fin de journée, dit apéro. Apéro accompagné de petits crackers locaux. Sous ces latitudes, la nuit tombe bien vite. Et compte tenu de l'altitude, 2400 mètres, la chute de température est brutale. Il en faudrait bien plus pour décourager les touristes qui partent à la découverte de Lijiang by Night. Nous laissons guider par les effluves de grillades au feu de bois. Il semblerait qu'il y en ait de quoi rassasier les ventres les plus affamés. Un arrière de porcelet fera parfaitement l'affaire pour notre dîner de ce soir. À Lijiang, l'animation nocturne n'est pas mal non plus. Tout un quartier de la vieille ville est réservé aux bars de nuit, où le chinois en goguette se plaît à faire la fête.
在狡猾的里面看，所有经过也为了你安排。我们是如此的不同，肯定其实就已经深爱过。Le dashi est un lève-tôt et un danseur impénitent. Pas encore 8 heures du matin, que le dashi tourne, tourne, tourne encore. Hormis la rue centrale rectiligne, on circule dans la vieille ville par de petites allées étroites qui s'entremêlent jusqu'à former une sorte de labyrinthe où il est facile de se perdre. On compte plus de 300 ponts faits de bois ou de pierre qui enjambent les nombreux bras de rivière qui courent à travers la ville. Ce matin, à la sortie de la ville, visite du parc du Dragon Noir. C'est l'un des clichés les plus connus du Yunnan. Un pont blanc de style oriental devant une pagode chinoise et le lac ayant en arrière-plan les sommets enneigés de la montagne du Dragon Noir. Et là commence le calvaire d'une ascension de plus d'1 heure pour gravir les 1159 marches, sans compter les longs plans inclinés, qui nous conduiront à une petite pagode insignifiante et mal entretenue, mais d'où l'on pourra bénéficier d'un panorama exceptionnel sur la ville, qui nous fera découvrir que la ville ancienne n'est rien à côté de la ville moderne, qui abrite pas moins d'1,2 million habitants. La promenade autour du lac s'effectue parmi de vénérables essences, plusieurs fois centenaires. Le parc de l'étang du Dragon est aussi considéré comme un musée de l'architecture ancienne. Certains vieux bâtiments de Lingjian et de ses environs ont été démontés et déplacés dans ce parc pour y être protégés et entretenus. La fin de journée sera consacrée à l'exploration des petites ruelles toujours très encombrées.
De ces toitures aux tuiles grises en forme d'ailes d'hirondelle, on ne s'en lasse jamais. Sur la place centrale, c'est un peu la kermesse. Le montreur d'aigle fait son show. C'est aussi autour de cette place que l'on trouve les boutiques les plus chics, avec notamment les marchands de jade, où l'on trouve les plus belles pièces, dont le diamètre peut atteindre parfois 80 cm. C'est notre dernier repas à Linjiang, il sera pantagruélique. Restait plus qu'à retrouver ma créature de rêve, avec qui j'ai passé plusieurs nuits. Ce matin, nous prenons le bus pour notre avant-dernière étape, Kiatu. 3 heures de route sinueuse à travers la moyenne montagne, nous laissant parfois découvrir des cimes enneigées à plus de 5000 mètres d'altitude. Jusqu'à atteindre les rives du Yangtze, le fleuve le plus long d'Asie. Kiatu est le village d'où partent les treks à destination de l'attraction touristique de la région, le Saut du Tigre. Nous avons laissé le trek qui dure 2 jours aux grands sportifs. Nous avons opté pour une excursion basique de 2 heures sur un site aménagé pour touristes pressés, mais qui nous descend quand même jusqu'au bord du fleuve. Au Saut du Tigre, le Yangtze, descendu des hauteurs du Tibet, traverse des gorges spectaculaires considérées comme les plus profondes et les plus belles de Chine. Il franchit 18 rapides étroits qui renforcent son courant naturel pour atteindre une vitesse impressionnante dans un fracas assourdissant. Au moment de la fonte des neiges, cet énorme rocher disparaît sous les flots boueux du Yangtze, au débit 3 à 4 fois supérieur à celui d'aujourd'hui. Kiatu, petite bourgade de montagne, ne semble pas bénéficier beaucoup des gorges du Tigre. Elle semble plutôt vivre en autarcie et se suffire à elle-même.
Aujourd'hui dimanche, les minorités ethniques qui vivent dans la montagne sont descendues en ville car c'est jour de marché. Pas sûr que Monsieur Disney trouverait très appropriée cette musique du camion poubelle. Pas sûr du tout. Sous le hall du marché couvert, les négociations sont âpres en cette fin de marché. C'est l'heure des bonnes affaires. Information météo. Dans le nord du Yunnan, il fait froid. Il fait même très froid. Et en Chine, on ne connaît pas le chauffage dans les maisons. Alors dans les chambres d'hôtel, vous vous imaginez bien,